Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai 8 tomes 1 à vous présenter, principalement du shoujo, du chosei ou du tranche de vie. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que c'est plutôt ça que je lis. Là, j'ai commencé 8 séries, du coup. J'ai lu 8 tomes 1, donc je vais vous les présenter en partant de celui que j'ai le moins aimé, même si c'était quand même une lecture plutôt sympa. Mais bon, je vous les présente dans cet ordre-là jusqu'à celui que j'ai le plus apprécié, et je vous dirai à quel moment on passe la barre du j'ai lu le tome 1 mais je m'arrête là, ou j'ai lu le tome 1 mais j'attends la suite. On en parle, c'est parti. En 8ème position du top, du coup, même si j'ai quand même plutôt bien aimé, j'ai lu le tome 1 de Jimbocho Sisters. Jolie couve, jolie édition. Le résumé était joli aussi. Je vous raconte un peu de quoi ça parle. Donc on va suivre les 3 sœurs que vous voyez là. Il y en a une qui est lycéenne, une qui est journaliste, et puis en particulier Tsugumi, celle que vous voyez en bas avec le livre là, qui est libraire. Et puis c'est quand même elle qu'on va suivre d'un peu plus près. Tsugumi, en l'occurrence, elle vient de reprendre la librairie de feu leur grand-père. Et puis les affaires sont pas très florissantes. Même si, voilà, Jimbocho, c'est le nom du quartier où se trouve la librairie, et c'est un quartier un petit peu antiquaire, avec des librairies comme ça d'occasion, ce genre de choses. Et puis, il y a quand même des rumeurs dans le quartier qui disent que la librairie en question renferme des merveilles. Donc, on va suivre un petit peu ça, on va rencontrer un voisin, évidemment, le fameux type froid, antipathique, un petit peu mystérieux. Il va y avoir un mec comme ça dans le quartier qui tient lui aussi une boutique un petit peu d'antiquité, de choses d'occasion. On va le croiser aussi, c'est pas un personnage. Je pense que l'histoire va avancer grâce à lui, mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis donc on va suivre les frangines dans leur quotidien, leur travail respectif. Et puis leur peine de cœur aussi, on va en savoir un petit peu chacune sur leur vie sentimentale. Et puis en même temps, on en apprend un peu sur le marché du livre d'occasion, puisque là, Tsugumi, elle tient une librairie spécialisée là-dedans, avec un peu de tout, avec des revues. Bref, c'est... En même temps, je vous dis ça à vous, je pense que vous pouvez trouver ça intéressant. En tout cas, moi, cette partie-là, j'ai plutôt bien aimé. Ce qui m'a un peu déçu, ouais, pourtant ça avait l'air super. Là, je vous lis le résumé, je trouve ça super. Je comprends pourquoi je l'ai acheté. J'aime bien la cover en papier un petit peu canson. J'ai trouvé ça très sympa. Mais cependant, oui, j'ai quand même été un peu déçue. Au niveau des dessins, je trouve quand même pas ça très joli. C'est pas moche non plus. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas ce que je préfère. J'ai l'habitude des choses un petit peu moins carrées dans la mise en page, un petit peu plus soignées au niveau des visages peut-être. Bon, donc cette partie-là m'a pas subjuguée. Et puis j'ai trouvé que la lecture était un petit peu dense. Et il y a quand même plusieurs moments où je lisais des bulles et je me suis dit, mais qui parle en fait? Je comprends pas qui parle. On a quand même plus souvent l'habitude de cette technique, hein, mais après je suis pas dessinatrice de BD du tout. Mais souvent on voit quand même plutôt la bulle avec le dessin de celui qui est en train de parler. Et là, c'est souvent l'inverse. Et mine de rien, c'est un petit peu perturbant cette affaire. Donc plus d'une fois, j'ai relu une page en me disant, en fait, j'ai pas compris qui parlait, ou j'ai cru que c'était quelqu'un, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. Bref, ça a été un petit peu laborieux par endroits. Et ça a le don de m'agacer, en fait. Mis à part ça, c'est pas exclu que je continue, mais a priori non. Vous allez dire si je l'ai mis en bas du classement, c'est peut-être que je vais en rester là. Je suis un peu triste que ça m'ait pas plus plu, mais non, vraiment, je suis pas sûre de continuer. Mais je le déconseille pas forcément non plus. Voilà, j'ai quand même trouvé ça sympathique. En 7ème position du top, j'ai lu le tome 1 de River and Café. J'avais acheté l'édition un petit peu spéciale avec la couverture dorée. Euh, je crois que c'était le même prix que le tome normal. Il est précisé, oui, édition limitée, un petit peu dorée. Bref, on m'en avait dit du bien. Encore une fois, j'ai pas détesté, mais j'ai pas été hyper convaincue non plus. Bref, de quoi ça parle? Ça parle de Saki, la fille que vous voyez là en cover, qui est une lycéenne, qui est victime de harcèlement scolaire depuis des années.
Et puis il se trouve qu'au début du tome, là, elle fait connaissance avec un homme, euh, j'allais dire âgé par rapport à elle, qui doit avoir une quarantaine d'années, aux allures de voyou, et le mec est en train d'aménager un café dans un coin un peu reculé au bord de mer dans leur ville respective. Et pourtant, encore une fois, le mec très antipathique, et puis il se trouve que petit à petit, Saki va lui rendre visite assez régulièrement pour échapper à son quotidien hyper difficile au lycée où elle est harcelée. Et puis il se trouve que dans ce café, qui est pourtant pas ouvert, mais tout le monde a l'air de connaître le patron, et donc il y a une galerie de personnages qui va défiler, qui passe voir, qui passe voir le gars, qui boivent un café quand même, mais dont un vieil homme, il y a un papy qui passe, on a affaire à une médium aussi, une nana un peu louche qui a fait un peu de prison apparemment. Bref, il y a des personnages assez hauts en couleur comme ça. Et puis, du coup, on se trouve face à un tome assez mystérieux quand même, avec majorité de personnages qui restent assez opaques. Enfin, en tout cas, le patron, on sait rien de lui. Saki, on comprend un peu mieux d'où elle vient. Et on se doute qu'elle va trouver un certain réconfort à aller dans ce café. Il se trouve que le patron, mis à part qu'il a l'air assez antipathique comme ça, il a l'air quand même d'un bon samaritain. Les gens qui passent par là, il lui confie un petit peu des quêtes, des objets à retrouver ou quelque chose à faire, et il accepte en fait. Donc le papy, il avait perdu une statuette, ils vont retrouver la statuette. Bon, ce genre de petites quêtes annexes. C'est pas déplaisant du tout à lire, c'est assez intriguant. Donc j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a juste un truc à la fin où ça a l'air de partir sur une histoire un petit peu fantastique, c'était pas ça dont je m'attendais pour la suite. Je pensais que ça allait plus rester dans du tranche de vie, et moi c'est plutôt ça que je voulais. Dans ce tome-là non plus, j'ai pas été hyper subjuguée par le dessin. Je trouve pas ça moche non plus, mais je trouve pas ça très joli. Enfin, c'est pas le genre de dessin que je préfère. Donc, il y a des choses drôles, il y a des choses intéressantes. Voilà, on se prend d'affection pour Saki assez vite quand même. On a de l'empathie pour elle quand même. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, vraiment. Mais je sais pas. En tout cas, les 2/3, 3/4 de m'ont plutôt plu. Et puis arrivé à la fin, j'ai trouvé que ça prenait une drôle de direction. Donc, je suis pas encore fixée, mais a priori, je suis pas sûre de continuer non plus. On va rester dans la catégorie pas sûr de continuer cette série non plus, avec sur la 6ème place le premier tome de Une fille atypique. J'ai pas détesté non plus, c'était même un peu mieux que les deux d'avant, c'est la logique du top. Mais non, je suis pas sûre non plus. Bref, ça parle de Taku, le garçon que vous voyez là, enfin le jeune homme que vous voyez là, qui est mangaka, mais sans grand succès. Il gagne sa vie en livrant des journaux et en dessinant des fanfictions érotiques. Très solitaire, euh, forcé ou choisi, un peu des deux, certainement. Et puis, il se trouve qu'il a quand même réussi à être édité sur 3 mangas. Enfin, en tout cas 2 et un troisième en cours, je crois. Des mangas, des vrais mangas, j'allais dire, pas des fanfictions érotiques, des mangas un tout petit peu plus sérieux sur des sujets qui, visiblement, lui tiennent à cœur et le touchent personnellement, parce que ça parle d'autisme et de harcèlement scolaire. Et il est plutôt fier de ces séries, mais il se trouve qu'elles se vendent pas du tout. Et ça l'empêche pas de travailler dessus, mais du coup, c'est pas une priorité complètement dans sa vie, dans son travail quotidien de mangaka. Et il se trouve qu'un jour, par hasard, Megumi, la fille que vous voyez là, une jeune fille autiste, elle débarque chez lui. Elle vient de l'autre bout du Japon en plus, mais elle a fait le trajet avec l'idée fixe de le rencontrer et de lui dire qu'elle adore ses mangas. Voilà, elle est d'une honnêteté désarmante tout au long du tome, mais elle a l'air visiblement fragile psychologiquement, elle a l'air de s'être un peu sauvée de chez elle, il fait nuit, bref, il l'héberge, et puis il va s'émouvoir. On sent qu'il s'émeut un peu de découvrir cette fille, il pensait vraiment qu'il y avait que 3 personnes au monde qui avaient acheté son manga, donc
content que ça ait touché quelqu'un. Ça va le toucher à son tour. Et puis, il se reconnaît un peu en elle, qui a l'air, évidemment, un petit peu décalée, mal à l'aise en société. Et lui, il souffre un peu de ça aussi. Pas parce qu'il est autiste, mais il souffre un peu de ça aussi. Et puis, il se trouve que il doit quand même connaître. Ça, c'est un petit mystère du manga que j'ai pas compris, que j'ai pas encore élucidé. Certainement qu'il connaît les fonctionnements des autistes parce qu'il a déjà écrit un manga dessus, et puis parce qu'il est très bienveillant avec elle. Il sait assez bien comment gérer ses émotions à elle. Ça, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai trouvé ça vraiment, oui, très touchant, très bienveillant, vraiment. Et puis, parce que bon, elle fait une crise, et puis bon, il se trouve qu'elle va plus ou moins se mettre à habiter un peu chez lui, dans son 20 mètres carrés certainement. Donc ça a l'air un tout petit peu chelou, mais c'est d'une bienveillance extrême. Donc j'ai trouvé les points forts de ce manga, c'est que j'ai vraiment trouvé les deux personnages très attachants. Je connais très peu l'autisme, mais j'ai l'impression que c'est un manga qui a quand même été écrit par quelqu'un qui connaît le problème et qui s'est beaucoup renseigné, donc ça a l'air de coller à la réalité. Et puis, donc du coup, j'ai trouvé ça instructif de ce point de vue-là. Psychologiquement, j'ai trouvé ça très intéressant. Au niveau du dessin, encore une fois, c'est pas très joli, mais c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire, au niveau des visages, ils ont des grands yeux noirs comme ça, mais on comprend assez bien ce qui se passe. J'ai quand même passé un bon moment. Il y a une ou deux scènes qui m'ont un petit peu, je vais dire mise mal à l'aise, je sais pas si j'irai jusque là, mais qui m'ont un petit peu questionné en tout cas. Encore une fois, je suis pas sûre de continuer du coup finalement. Et en même temps, je vous en parle là et je lui trouve des qualités à ce manga. Donc voilà, c'est pas une priorité, mais c'est pas exclu que je continue à l'occasion. Je vais peut-être essayer de lire des avis sur les tomes suivants, savoir un petit peu ce qu'il en est, mais je le déconseille pas, encore une fois. En cinquième position, j'ai lu Chronique de la mariée de Bretagne. J'allais préciser tome 1, c'est un tome 1, c'est le but de la vidéo. Ça se passe en France au XIIIe siècle, en Bretagne, bizarrement. Où on va suivre un héros, pas un héros avec un S, un héros avec un T, un chevalier, un apprenti chevalier, qui s'appelle Thomas et qui se voit chargé d'aller trouver la fille d'un mec qui est d'un chevalier, j'ai oublié son titre à lui, qui s'appelle André Leblot. Il a une fille apparemment et il faudrait qu'elle devienne la future épouse du futur duc de Bretagne. J'espère que vous me suivez jusque-là. Sauf que ce qu'il va assez vite découvrir, c'est qu'en fait le fameux André Leblot, il est mort assassiné 2 ans avant. Pas de bol. Et que sa fille André, du coup, se travestit en chevalier. Elle est très entraînée, elle est très badass. Et elle est animée par une furieuse envie de vengeance, du coup, de venger son père. Donc, ils vont se retrouver, c'est les deux que vous voyez là, soit dit en passant sur la cover. Ils vont tant bien que mal faire équipe pour lever le voile sur l'assassinat d'André père, et car sa fille est persuadée que c'est le duc de Bretagne qui a commandité l'assassinat de son père. Donc c'est un peu emmerdant de la marier, elle, au fils du duc de Bretagne, si c'est le duc de Bretagne qui a fait assassiner son père à elle. Vous me suivez? J'espère. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce tome 1. J'ai été un chouïa déçue quand même. Enfin, je sais pas exactement à quoi je m'attendais. Peut-être pas exactement à ça, et pourtant, j'ai quand même plutôt bien aimé, hein, on est d'accord. Encore une fois, je n'ai pas eu de mauvaise lecture ni de mauvaise surprise avec ces tomes 1. Les dessins. Là, on se rapproche quand même d'un style qui me plaît un peu plus. On n'est pas très loin, en moins joli, mais on est quand même pas très loin du style qui rapproche un peu tous les mangas historiques que je lis, à savoir Arte ou Bright Stories. C'est un petit peu moins joli ici, mais on est dans un truc assez proche. Donc ça m'a plutôt plu. En tout cas, je les ai pas trouvés hyper beaux, mais je les ai trouvés efficaces. J'ai eu un peu de mal au début du tome quand même. Sur les 2 premiers chapitres, j'ai trouvé ça un peu confus parce qu'il y a des scènes d'action où j'ai pas l'habitude de lire des mangas avec un peu de scènes d'action, donc je crois que je m'y perds assez facilement. Il y a aussi des flashbacks, donc on connaît pas encore les personnages, on les voit jeunes, on comprend pas.
Bref, il faudrait peut-être que je relise maintenant. Maintenant, ça marcherait mieux, mais dès le début, j'ai trouvé ça un petit peu confus. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de personnages qui sont introduits d'un coup, beaucoup de noms à retenir. J'ai trouvé ça un petit peu confus. Ouais, donc heureusement, ça s'améliore assez vite. Mais ouais, je crois que les 2 premiers chapitres, j'ai eu un peu de mal à comprendre de quoi ça causait. Après, ce qui est intéressant, c'est que le duo entre André et Thomas marche bien. Ils sont très différents vraiment, mais comment dire, ils sont chacun tellement déterminés dans leur quête que on pense que ça va les mener assez loin quand même. Ça a l'air de... Je pense que ça va matcher. Donc, de ce point de vue-là, il se passe déjà pas mal de choses. L'action avance assez vite. J'ai quand même passé un bon moment. Hein. C'était pas une lecture désagréable du tout. J'ai pas été épatée non plus. C'est pas exclu que je continue. Je crois qu'on est en train de passer la barre du je crois que je vais continuer. C'est pas un coup de cœur, mais à voir je sais pas en combien de tomes sera cette série. Ça peut peut-être jouer sur ma décision. Mais voilà, si vous aimez les mangas historiques, je pense que ça peut vous plaire. Sinon, peut-être pas. Je sais pas. Je le déconseille pas encore une fois. Moi, ça m'a juste pas transcendé, mais c'était une bonne lecture. Sur la 4e marche du podium, j'ai placé You're My Soulmate. Ça parle de Yuki, qui est pas le mec que vous voyez en cover du coup pour une fois. Et elle est pas derrière non plus. Yuki, c'est une fille qui a 20 ans, qui est étudiante et qui aimerait trouver l'amour. Jusque-là, tout va bien. Du coup, elle fait une sortie en boîte de nuit avec une copine. Elle rencontre Yori, qui est un étudiant dentiste. Et puis peu après, dans la même soirée, elle rencontre Natsuki, qui est un ami de Yuri, et qui, à son tour, comment dire, lâchez rien, je suis avec vous, qui à son tour lui permet, via ses connaissances, de revoir un garçon qui s'appelle Seno, qu'elle connaissait quand elle était au collège. Donc, et qu'elle est très heureuse de revoir, parce que, j'allais dire, elle le connaissait, elle était un petit peu amoureuse de lui quand elle était au collège. Et du coup, elle passe en rien de temps, en 2 chapitres, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant, de nana plutôt seule à entourée de 3 canons, du coup. Forcément, forcément ils sont tous beaux, et puis forcément ils en pensent tous un peu pour elle à leur manière. J'ai trouvé que c'était une lecture agréable, sans surprise majeure. J'ai trouvé les dessins, là on se rapproche un peu plus de ce que j'ai l'habitude de lire, j'ai trouvé ça quand même bien joli. Bon, on est dans un style shoujo assez classique, mais moi ça m'a plutôt plu. Que vous dire? Du coup, oui, j'ai pas fini l'histoire. Yuki, elle va se laisser courtiser. Mais ouais, on prend un peu parti, on espère qu'elle prendra la bonne décision. Il y a juste un truc qui m'a interloqué. Quand elle rencontre Yuri pour la première fois, il est blond et sous d'ailleurs. Et quand elle le retrouve le lendemain, il est brun. Allez savoir pourquoi. Donc soit j'ai vraiment rien bité, ce qui m'étonnerait, soit il se passe un truc qu'on nous a pas expliqué. C'est une question existentielle que je me suis posée à la lecture du tome. Mis à part ça, j'ai bien aimé. Je pense continuer. J'espère que c'est pas une série qui va s'éterniser outre mesure non plus, mais j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai que c'est un peu plus dans ce que j'ai l'habitude de lire, mais et puis la cover aussi est sublime. Bref, si vous aimez ce genre de shoujo, on est presque dans du chaussé, voilà Moi j'aime bien qu'ils soient un tout petit peu plus âgés que collégiens, lycéens, parce qu'à force, je suis très loin de l'âge des collégiens, lycéens. Là, étudiants, ça va, ça me parle encore un peu. Mamie. Sur ce, ouais, je le recommande. Si vous êtes ce genre de public, ça devrait vous plaire. Et puis du coup, on continue le podium. J'ai eu du mal à classer les 3 qui me restent, parce que je les ai vraiment, vraiment bien aimés tous les 3. Mais officiellement, dans mon classement, en 3e position, j'ai mis Rose Bertin, la couturière fatale. Ça a été une bonne surprise. Je m'y attendais pas vraiment, je savais pas trop, j'avais feuilleté, j'avais trouvé les dessins jolis, voire très jolis, très fins.
Un petit peu dans le style un peu historique que je disais tout à l'heure, avec des belles robes, des belles coiffures. Euh, c'est pas toujours forcément, voilà, avec des planches enfin, plus grandes ou plus, ce genre de. Elle est couturière, hein, donc forcément, si vous aimez les belles fringues d'époque 18e siècle en France, ça ne peut que vous plaire. Je trouve j'ai vraiment craqué sur les dessins pour le coup. Bref, ça parle de cette fille-là, qui en vrai ne s'appelle pas Rose Bertin d'ailleurs, qui s'appelle Marie-Jeanne Bertin. Déjà, c'est pas tout à fait le même charme. Et on va suivre ses aventures. Donc, elle est couturière, elle est coiffeuse aussi, elle est très douée. Et puis, on la suit au moment où elle habite dans le Nord au départ, et puis elle part à Paris pour travailler plus sérieusement et voir les choses en grand. Donc, elle part s'installer à Paris. Et donc, elle est quand même badass, hein, faut le dire. Elle est très agacée par la dominance masculine. Elle est très agacée par les femmes qui ne s'intéressent qu'à l'amour. Elle a juste envie de travailler, de faire ses preuves, de montrer qu'elle est douée, de se battre pour avoir des choses. Là, en l'occurrence, elle se bat pour gagner une renommée via son talent et via rien d'autre, quoi. Elle veut pas qu'un mec serve à ça. C'est pas, elle est assez solitaire du coup de ce point de vue-là, mais elle se bat pour avoir ce qu'elle veut à la force des bras. Et c'est admirable, on peut pas nier. Donc, comme je disais, c'est très joliment dessiné, les robes, les coiffures, c'est incroyable, c'est détaillé. Historiquement, ça a l'air plutôt bien informé. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que dans les scènes justement un peu humoristiques, le chara design devient un petit peu chibi. Sur moi, ça marche super, ce genre de déformation, j'aime beaucoup, beaucoup. Le personnage de Marie-Jeanne est incroyable, elle est tellement déterminée, tellement badass, tellement inspirante. Je m'attendais pas trop à ça, et du coup j'ai été vraiment très agréablement surprise, j'ai adoré, et là c'est sûr que j'achète la suite. Je l'ai mis sur la deuxième marche, mais est-ce qu'il mériterait pas la première? Ah, c'est quasi kiff kiff, c'est quasi kiff kiff. Bref, je vous les présente dans cet ordre-là. Je parle du tome 1 de L'Auberge de la Vie, acheté un peu par hasard, cover séduisante. Ça ça parle d'une auberge, du coup. Assez curieusement. Ça se passe tout près d'une falaise en bord de mer qui est tristement connue pour attirer les gens qui veulent mettre fin à leur jour. Et il se trouve que tout près de cette falaise tristement célèbre se trouve une auberge tenue par la femme que vous voyez là qui s'appelle Yuko. Et on découvre ce lieu, on y arrive via la personnage principale qui s'appelle Sumomo et qui, a priori, est venue se donner la mort. Sa mère a subi un accident, Sumomo s'en très 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 coupable, et a priori, elle vient pour se suicider là. Elle va arriver à l'auberge et puis elle va se faire réconforter par Yuko, et par les deux hommes qui travaillent là. Il y a un cuistot, il y a un serveur, voilà, c'est une auberge. Hein. Et puis, en fait, elle va reprendre un peu goût à la vie, et puis elle va rester, elle va se faire plus ou moins embaucher à l'auberge pour quelques temps, on ne sait pas trop, le temps de commencer à bosser ici, et puis d'assister, du coup, à la venue de gens, de gens désespérés, qui a priori viennent se suicider mais passent pas à l'action directe et vont se retrouver à discuter avec Yuko et à se sentir réconfortés parce que c'est quand même son pouvoir magique à cette fille-là, visiblement. Je vous en dis pas plus pour l'histoire, c'est une série en 2 tomes donc ça va être assez court. D'ailleurs, pour le coup, je suis un petit peu triste que ça fasse que 2 tomes parce que peut-être qu'on se sera engagé pour un peu plus. Bref, peu importe. Du coup, moi j'ai trouvé que c'était un manga très doux, qui nous fait, donc c'est un peu tranche de vie parce qu'on assiste à plusieurs chapitres avec des personnages, des gens un peu tristes, des gens un peu épuisés, différents les uns des autres, qui ont des histoires de vie différentes et qui vont être sauvés, littéralement, par la compassion de Yuko. Et puis entre ces scènes, on a des scènes avec Sumomo, comme je vous disais tout à l'heure, qui est persuadé d'avoir tué sa mère, mais on n'en sait pas plus, ça a l'air assez mystérieux quand même cette histoire. Une mère assez maltraitante en plus, donc franchement, elle n'a pas eu une vie très facile jusque-là. Donc entre les scènes des clients de l'auberge, on a les scènes
les scènes avec Sumomo, et on a aussi quelques flashbacks, enfin en tout cas quelques bribes du passé assez mystérieux de Yuko. Je vous en dis pas plus. Du coup, là, au niveau des dessins, j'ai trouvé ça très joli. J'aime plutôt bien ce style. Bon, je préfère les dessins de Rose Bertin s'il faut choisir, mais j'ai plutôt bien aimé. Niveau psychologie, j'ai trouvé ça assez fin. On a envie de savoir, on a envie de comprendre, on a beaucoup d'empathie. Ça parle un petit peu de cuisine aussi, ça parle de... Moi j'aime beaucoup, en tout cas sur moi ça marche super, c'est plein d'émotions douces comme ça, c'est plein d'empathie, j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça intelligent, moi ça m'a beaucoup plu, je savais pas trop à quoi m'attendre et bah, franchement j'ai trop bien fait, donc j'ai très hâte d'avoir le deuxième tome. C'est une très belle découverte pour moi en tout cas. Heureusement que j'ai dit que je préférais les shoujo un peu plus adultes parce que en première position, j'ai mis Studio Cabana. Et bah, c'est un shoujo lycéen. Lycéen? Oui, lycéen. Et j'ai adoré. En même temps, si je l'ai mis en première position, c'est que j'ai adoré. Bref, ça parle de Yukari, qui est la fille que vous voyez là, qui est une lycéenne plutôt banale, mais assez franche quand même. Elle a un franc-parler quand même. Et puis elle est très intriguée par le garçon que vous voyez là avec la guitare, qui s'appelle Yusuke, qui est un garçon assez taciturne, assez solitaire, qui est dans sa classe au lycée. Et puis, bah, elle va découvrir qu'en fait, il est chanteur dans un groupe de rock, et qu'il écrit aussi les paroles des chansons. Et puis en fait, elle va se prendre de passion pour ses chansons. Euh, et puis, bah, forcément, un petit peu par ricochet, elle va tomber petit à petit amoureuse du garçon. Et puis, sauf que, non, c'est quand même pas tout rose parce que Yusuke, il est très solitaire, il mène sa barque et il a pas très envie de se laisser approcher de toute façon. Et il a pas du tout confiance en lui aussi, donc ça joue. Et puis, on découvre même qu'en tout cas, il y a une fille dans son groupe de rock qui est guitariste, ils ont l'air quand même très très proches. Donc, on sait pas trop. On sait pas trop. Est-ce que ça va être une romance à sens unique? Pour l'instant, en tout cas, un petit peu. J'étais en train de vérifier derrière, mais c'est pas précisé. Si on savait si c'était déjà une série finie au Japon, je crois que le nombre de tomes sera indiqué, mais pour l'instant, ça l'est pas. Donc, j'en sais pas plus. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre, encore une fois, mais c'est une très bonne découverte pour moi. J'ai pas trouvé ça hyper surprenant, mais j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les dessins, je vais vous montrer un petit peu, j'ai aimé les situations, je trouvais ça bien. Une petite plongée dans le monde de la musique, moi vous savez que c'est mon domaine, donc ça m'a plutôt bien parlé. Je vous montre un petit peu, j'ai trouvé ça joli, j'ai pas trouvé ça magnifique, mais j'ai trouvé ça quand même très 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 joli. C'est difficile de pas faire un petit parallèle quand même avec Nana, parce on est dans le monde du rock, il y a des punks un petit peu. Moi j'ai franchement bien aimé. J'ai très hâte de lire la suite parce que j'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça... Et puis, non, vraiment. Vraiment, ça m'a bien plu. Je me suis plongée dedans et je l'ai lu d'une traite et j'ai très hâte de retrouver ces personnages très attachants dans la suite. Je recommande, si vous aimez les shoujo lycéens, ou même... si. Si vous aimez les shoujo lycéens, c'est sûr ça va vous plaire. Oui, sûr. Voilà pour mon top. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces tomes-là, ou si je vous ai donné envie de les lire, ou si, ou si peut-être vous dites bah finalement je vais pas le lire. Je sais pas si j'ai ce pouvoir-là sur vous, ça m'étonnerait. Mais voilà. Moi j'ai lu ça. J'en ai détesté aucun, comme je vous disais, mais j'en ai adoré certains. Donc j'ai passé des bons moments de lecture ces dernières semaines. J'ai lu plein d'autres choses, des suites de séries que je suis déjà évidemment, dont on parlera dans la prochaine décade. La prochaine vidéo va plutôt être un achat manga parce que j'ai fait 2 gros achats et il y a encore des nouveautés qui m'intéressent. J'ai acheté beaucoup de mangas. Je crois qu'il va falloir que je rachète une bibliothèque.
c'est un autre sujet. Sur ce, n'hésitez pas à me parler de vos lectures, comme je vous le disais, ça m'intéresse toujours. Et puis sinon, je vous souhaite de bonnes lectures d'ici la prochaine vidéo. À bientôt.